Bonjour à toutes et à tous. Bonsoir, plus exactement. Merci pour l'initiative. Même sous cette forme, l'intérêt est toujours là. J'essaierai d'être relativement court pour, d'abord, bien évidemment, pour les autres intervenants et puis pour laisser la place au débat. Deux, trois sujets à ce stade. Le premier, peut-être de resituer le débat sur l'eau, plus exactement le statut de l'eau dans notre société actuelle. On se pose la question si l'eau est un bien commun, si l'eau est un bien marchand, voire même si l'eau est un bien financier. Je pense que nous sommes dans l'étape où l'eau, et nous sommes à un moment où l'eau bien marchand est bien installée dans notre pays, avec les majors privés, et que nous sommes à un moment de bascule, ou en tout cas de rapport de force politique extrêmement fort, soit au bien commun, soit au bien financier, en clair la financiarisation de l'eau, ou plus exactement l'or bleu. C'est l'introduction en bourse au mois d'octobre dernier aux États-Unis de l'eau, tout simplement. Et bien évidemment, à l'opposé, les mouvements comme les personnes qui sont autour de la table, je vais le dire comme ça, qui considèrent que l'eau est plutôt un bien commun. Et donc nous sommes dans ce moment, j'ai envie de dire historique, de bascule, de changement de statut de l'eau, de rapport de force extrêmement puissant. Que viennent faire les collectivités dans tout ça? C'est peut-être le deuxième point. Dans ce rapport de force où j'ai envie de dire c'est maintenant ou jamais, la bascule du bon côté, bien évidemment pour moi et pour d'autres au bien commun, c'est le rôle des collectivités locales qui ont pris la conscience et la pleine compétence de l'eau, notamment à travers plusieurs évolutions. D'abord, la conscience politique et citoyenne qui est différente sur l'eau qu'il y a une dizaine d'années. Il y a une montée en puissance du combat politique mené par beaucoup sur l'eau bien commun. Politique, mais aussi de la société civile. Deuxièmement, il y a évidemment un facteur écologique qui fait que l'eau est bien évidemment considérée comme un bien rare, précieux et propriété de l'humanité. Troisième élément, et là plus en lien avec les collectivités locales, c'est un aspect technique et financier, après l'aspect de conscience citoyenne, politique et écologique, c'est que les collectivités locales se sont armées pour comprendre et pour maîtriser les enjeux de l'eau. En une dizaine, quinzaine d'années, c'est en tout cas moi mon temps d'expérience politique, de gestion locale, les élus, toutes tendances politiques confondues, mais aussi les techniciens des villes, les fonctionnaires, se sont dotés d'une compétence qui leur permet d'agir différemment sur la question de l'eau, que ce soit dans le cycle de l'eau sur la partie distribution, production, mais également assainissement et épuration. Et donc, c'est la raison pour laquelle je pense que nous sommes à un moment de bascule où nous avons toutes les conditions pour réussir. Et pour terminer, juste mes propos. Que peut faire une collectivité locale? Je prendrai bien évidemment celle de Grand Paris Sud, que je connais un peu mieux. Sur le volet distribution, c'est pour nous l'extension de la gestion publique en mode régie publique, une extension qui va s'opérer d'ailleurs. Grand Paris Sud, 23 collectivités locales, 6 actuellement concernées par une régie qui a été créée en 2012 et une première extension de la régie à 7 nouvelles communes, pardon, voilà, 7 nouvelles communes au 1er janvier 2022. Nous allons passer de 150 000 habitants à 270 000 habitants au 1er janvier 2022 pour ce qui relève de la gestion, de la distribution de l'eau, pour près de mémoire 17 millions de mètres cubes, quand même, pas rien, pour le nombre de mètres cubes distribués. Près de 1000 km de réseau en gestion, etc. Sur la partie distribution, pardon, sur la partie production, nous portons une alternative au monopole de groupes privés dans notre secteur, qui est assuré par Suez, dans un contexte francilien, où je rappelle que nous sommes en surcapacité de production d'eau et où le marché de l'eau
dans Eau Bien Marchand, est maîtrisé par deux belles entreprises françaises aux compétences réelles. Je parle de Veolia avec le Cedif et de Suez sur une autre partie du territoire. Il y a donc un oligopole qui est organisé depuis extrêmement longtemps et nous souhaitons nous reprendre notre indépendance et notre souveraineté avec la particularité d'être à un nœud hydrologique avec la Seine, l'aqueduc de la Vanne et du Loing qui dessert la ville de Paris et puis aussi l'Essonne et bien évidemment la ressource en nappe. Nous avons d'abord dans un premier étage de la fusée contractualisé avec Haute-Paris, puisque je le disais, notre territoire est traversé par cette source potentielle pour desservir 10 millions de mètres cubes. Ça, c'est fait. Le branchement n'est pas fait, mais le protocole visant à se fournir auprès d'Haute-Paris est réalisé. Nous avons été plus loin. Nous menons actuellement des études pour la réalisation d'une nouvelle usine d'eau qui nous permet d'être totalement indépendants du monopole privé. Et dernièrement, avec d'autres collectivités locales, nous avons été plus loin puisque nous avons franchi le pas de se réapproprier publiquement l'usine de Morsan-sur-Seine, mais aussi de Viry-Châtillon dans un second temps et de Vigneux, plus le réseau interconnecté du Sud francilien qui dessert 1,4 million d'usagers. Grand Paris Sud représente 20% de cette consommation-là d'eau produite par ce réseau. Et je crois que nous avons réussi à embarquer en tout cas un beau défi que nous menons. S'agissant de l'assainissement, je dirais un peu plus rapidement. Là aussi, nous travaillons à une réappropriation de cette partie-là. Je dirais peut-être vraiment une dernière chose. Pourquoi nous allons et quels sont les avantages de la gestion publique? Il y a d'abord un enjeu extrêmement important de la transparence de la formation des prix. Aujourd'hui, l'eau est trouble, pour ne pas dire complètement opaque, sur la formation des tarifs. Et les surmarges qui sont aujourd'hui faits par les grands groupes, très concrètement, et pour avoir étudié trois fins de délégation de services publics, les marges sont quand même extrêmement énormes. Deux, il y a ce qui relève de l'éthique démocratique. Les citoyens doivent être associés à la gestion. C'est ce que nous faisons dans le cadre de notre régie, puisqu'il y a des associations, soit nationales de type ATTAC ou UFC Que Choisir, soit des associations de quartier qui participent à l'ensemble des travaux de la régie de distribution. Et puis, il y a un autre enjeu dans le débat, et je terminerai par là, dans le débat qui secoue les majors de l'eau, toujours plus gros, toujours plus loin, et donc toujours plus inaccessible. La question de rendre un service public de proximité, c'est-à-dire d'avoir une taille humaine, elle est importante. Et les outils publics ont une autre vertu, c'est qu'ils participent à la dynamique territoriale. Ce sont des emplois qui sont locaux, qui ne sont pas délocalisables, pardon. Et puis, vraiment dernièrement, là où les élus locaux ont peu de marge de manœuvre, voire quasiment plus aujourd'hui, sur le levier des impôts, nous avons encore énormément de leviers sur les services urbains, donc sur la facture de l'eau, très concrètement, mais aussi sur la facture des ordures ménagères. Et donc, nous avons là deux sujets où les collectivités locales, avec les citoyens dans la proximité, devront réfléchir à utiliser l'argent public autrement. Et c'est tout l'enjeu, en tout cas, des travaux que nous menons avec mes collègues de Grand Paris Sud. Voilà, Alain, Rémi, Yves, Christophe et tous les autres, mon intervention pour ouvrir ces débats.